Coup de cœur pour la visite du pape en Irak. Thomas, vous vouliez dire un mot sur cette visite du pape? Non, mais je considère qu'effectivement tous les gestes d'apaisement dans cette période de tension très particulière, y compris entre les religions, elles participent à calmer une période qui est particulièrement tendue. Donc si ça participe à faire avoir une désescalade sur les violences verbales et tout ce qui va avec derrière, je considère que c'est un geste d'apaisement qui va dans le bon sens. Ouais. Et puis le pape a quand même eu des discours de rupture avec ses prédécesseurs, notamment sur les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux. Donc il a des positions qui sont quand même plutôt extrêmement progressistes et qui sont intéressantes dans la période qu'on traverse. Oui. Laurence, alors on va passer à votre coup de gueule qui n'est pas effectivement sans lien avec ce qu'évoquait Geneviève. Alors oui, moi je voudrais revenir sur le rapt de lycéennes qui a eu lieu encore la semaine dernière au Nigeria. C'est pas le premier, hein, il y en a eu un certain nombre depuis 2014, puisque le premier qui a été évoqué dans les médias, c'était en avril 2014. Presque 300 jeunes filles, 276 qui avaient été raptées. Donc pourquoi je voudrais revenir là-dessus? Parce que déjà, j'ai pas vu beaucoup de réactions de la part des politiques français, encore moins des politiques de la gauche, mais surtout parce que quand on observe ce qui se passe là-bas, et donc ce sont des rapts qui sont commis par Boko Haram, qui est un groupuscule plutôt organisé islamiste, on se rend compte qu'en fait ils sont simplement en train d'appliquer une doctrine qui est la leur, qui est une doctrine qui considère que le mise en esclavage est quelque chose de normal, que ces jeunes filles peuvent être négociées comme de simples marchandises, et puis qu'elles peuvent être aussi mariées de force et violées, dans la perspective évidemment de leur faire avoir des enfants qui seront de futurs soldats. Tout ça dans l'objectif global d'entretenir une terreur locale par rapport à ces groupuscules, en sachant que la plupart des jeunes filles qui sont enlevées, et là on revient sur les propos de Geneviève, sont des chrétiennes. Ouais. Donc cette idéologie, moi, elle me pose un autre problème, c'est qu'en fait, elle va chercher son idéologie directement dans les traditions des traites arabo-musulmanes, parce qu'on en parle très peu, mais ceux qui sont à l'origine de l'invention, notamment de l'esclavagisme, ce sont les arabo-musulmans qui, dès le 7e siècle, ont commencé à faire des rapts, à aller chercher notamment des blanches en Europe, mais aussi des noirs en Afrique noire, et ont été les plus gros esclavagistes de toute l'histoire humaine, puisqu'il y a 17 millions de Noirs qui ont été mis en esclavage entre l'an 650 et l'an 1920. Oui. Donc, à un moment, il est important de rappeler que dans l'idéologie islamiste, il n'y a pas d'égalité de traitement entre le musulman et non-musulman, et l'ensemble de l'histoire de ces conquêtes le démontre. Et en l'occurrence, la femme, elle, continue à avoir un statut inférieur, quel que soit le niveau de traitement de cette religion. Donc moi, je suis un peu en colère, même très en colère, après toute cette gauche qui se complaît dans une relation avec des islamistes au quotidien, qui nous dit qu'elle milite pour l'égalité homme-femme, mais qui en même temps accepte que cette idéologie trouve un terreau sur notre territoire, et qui donne son soutien par exemple à des gens comme Assa Traoré ou à des indigénistes post-coloniaux, qui en réalité pensent défendre et se défendre contre le colonialisme et l'esclavagisme, sauf que lorsqu'il s'agit de colonialisme ou d'esclavagisme dans les territoires arabes, eh bien, on n'en parle pas. Et moi, ça, c'est mon coup de gueule. J'aimerais bien les entendre aussi sur ces réalités. Il veut réagir, Thomas, non? C'est pour Thomas. Ouais, c'est pour Thomas. Oui, c'est pour Thomas, là. C'est peut-être pour moi, mais bon, là, je pense que vous pourriez changer de parti et prendre votre carte au Rassemblement National, parce que là, vous avez réussi à faire le parallèle entre ce qui se passe avec Boko Haram, avec ce qui se passe dans l'histoire musulmane, avec Assa Traoré. Vous avez un peu tout mélangé. Je crois que la gauche, elle a toujours revendiqué ses valeurs, et on n'a jamais transigé sur la question de la lutte contre le terrorisme, parce que ce qui se passe avec Boko Haram, c'est un groupe armé terroriste qui aujourd'hui se sert de ses personnes pour faire des monnaies d'échange, et on a toujours condamné ce genre de choses. Et ce sont des chrétiennes qui sont enlevées. Mais bien sûr, mais moi on n'a aucun souci, on n'a jamais refusé de condamner ces groupes-là et tous les groupuscules qui mènent des actions violentes, quels qu'ils soient, sur le territoire mondial, et il faut une réponse très forte au terrorisme. Donc accuser la gauche de complaisance avec Boko Haram et faire le parallèle avec Assa Traoré,
dont le frère, entre parenthèses, quand même, a été assassiné par des policiers français. Là, vous risquez la diffamation en disant ça, parce que ça n'a pas été oui, mais il y a eu jugé. quand même un rapport encore hier d'un policier qui a fait l'autopsie sur George Floyd, qui a pris la parole dans les médias. Oui, mais la diffamation, elle a été condamnée, Assa Traoré, pour avoir dit ça. Oui, donc elle a été condamnée à retirer son post Facebook. Mais oui, bon, mais voilà. elle a été condamnée pour diffamation. Elle a été condamnée pour diffamation, Thomas. Et on voit, mais laissez-moi terminer là-dessus, on voit que toutes celles et ceux qui aujourd'hui viennent nous donner les leçons de justice sont les premiers à dénoncer la décision à l'égard de Nicolas Sarkozy. Donc je veux bien qu'il y ait un deux poids deux mesures, mais il faut aussi à un moment, faire il faut attention. que vous arrêtiez, parce que vous êtes en train de parler d'amalgame que je ferai. Je suis désolée, mais déjà, vous m'avez amalgamé avec le Rassemblement national. Manifestement, vous n'avez pas lu mes écrits. Si vous les aviez lus, vous sauriez que je suis une femme de centre-gauche depuis très longtemps et que s'il y a quelqu'un qui milite contre l'extrême droite comme l'extrême gauche, c'est moi. Donc c'est bien dommage de raconter n'importe quoi sur une antenne sur ce genre de débat. Je n'ai pas parlé de Nicolas Sarkozy. À un moment, il faut savoir être juste. Quand on se dit se battre contre l'esclavagisme, le post-colonialisme, etc., on les reconnaît tous et on les condamne tous et on les dénonce tous. Mais on ne fait pas de l'angélisme en disant « Ah bah oui, vous êtes de pauvres victimes de la France », mais de l'autre côté, il n'y a aucune dénonciation qui est faite. Et je suis désolée, j'ai été voir avant sur les réseaux sociaux si des gens qui manifestement se militent avec vous ont dénoncé ces enlèvements par Boko Haram. Il n'y a rien eu sur les réseaux sociaux de la part des militants de gauche. Pour être tout à fait juste, Laurence, il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation de qui que ce soit. C'est bien dommage. Oui, mais personne ne s'est mobilisé. On va parler aussi, il y aura le coup de gueule de Thomas. C'est vrai que quand on parle de l'étranger, il y a une sorte de blackout, ça n'intéresse pas. Une sorte de désintérêt. Mais justement, ce qui est quand même étrange là, dans le cas précis qu'évoque Laurence, c'est la différence de traitement entre ce qui s'était passé en 2014, où vous vous souvenez, il y a eu un grand mouvement d'opinion, notamment sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Bring Back Our Girls, et cette fois-ci, rien. À l'époque de Chibok, tout le monde en avait parlé, et là, il y a une espèce de désintérêt. Peut-être parce qu'on est tous obnubilés par la pandémie, peut-être parce qu'effectivement notre champ de vision s'est extrêmement rétréci sur nous-mêmes, sur la manière de sortir de cette crise qui est effectivement réelle, et que du coup on a un regard beaucoup plus distancié sur le reste de l'actualité, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit internationale. Jérôme Ripoll. Jérôme, attendez, Laurent, je voudrais que Jérôme puisse juste un dernier point. Moi, je vais être moins radical que ne l'est Thomas, mais je crois, Laurence, qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que quand vous prenez un argument historique et que vous le translatez avec une réalité actuelle, donc en l'occurrence la traite c'est les faits historiques que vous avez rappelés sont indéniables, mais moi ça me fait furieusement penser à Éric Zemmour. Pourquoi ? Ces parallèles historiques, ils sont dangereux parce que ils sont vraisemblables. Ils sont réalistes, mais c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. On est face à un mouvement terroriste qui utilise les armes du terrorisme, c'est-à-dire le fait de tuer des gens, le fait d'en contraindre d'autres, et je trouve que ça n'a absolument rien à voir avec la traite dont vous parlez. Et je pense qu'il ne faut pas tracer de parallèle historique comme ça. C'est un premier parallèle dangereux. Deuxième parallèle, on ne peut pas tracer une ligne directe entre ce qui se passe au Nigeria et ce qui se passe en France, qui est une complaisance à l'égard d'une certaine partie de la gauche, toute petite partie quand même malgré tout, de la gauche, qui a eu des stratégies peut-être électoralistes particulières vis-à-vis de l'islam ou des islamistes. Ça existe, c'est indéniable, il faut le condamner. Maintenant, on ne peut pas en faire une généralité. Et je pense que c'est dans notre débat, dans le débat qu'on doit avoir et le débat qui va arriver sur les prochaines présidentielles, il faut quand même beaucoup d'intelligence, beaucoup de mesures, sinon ça va partir dans tous les sens. Et ce qu'on craint depuis très très longtemps va quand même arriver. Et je pense qu'il faut, et surtout quand on se dit de centre-gauche, il faut éviter de tracer des parallèles comme ça qui, historiquement, sont dangereux. J'ai beaucoup de respect pour vous et je pense important de le rappeler.